Donc, avant de lancer la série de questions ou de discussions ou d'apports, hein, Geneviève a bien dit que, en fait, il s'agit d'un programme, on pourrait presque dire collaboratif, hein, dans lequel les échanges entre les bibliothèques, les unités de recherche et les industriels, qui ne sont pas toujours de très gros industriels, mais en disant les entreprises qui proposent des services dans le domaine de la numérisation et de l'océanisation, travaillent vraiment ensemble pour faire évoluer en fait la qualité de ce que nous proposons ensuite à nos publics. Donc, vos questions sont naturellement bienvenues, mais également vos suggestions, vos apports, vos informations sur des programmes de recherche autres auxquels vous participeriez, vos suggestions d'avancement et d'évolution. Donc, je vous laisse la parole. Je vous demanderai bien sûr de dire qui vous êtes avant d'intervenir. Le micro est là-bas pour le moment, donc voilà. Chalef Vainès, la société Isaco, qui est un prestataire exactement industriel. On est les I de l'industriel ou les points sur les I de l'industriel. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit malentendu par rapport au Page et Alto. Voilà, oui. Si vous voulez bien. Je peux expliquer en fait. Le format traditionnellement utilisé par la BNF, c'est le format Alto. Ce format-là, jusqu'à présent, n'était pas généré en sortie du logiciel FineReader. Donc c'est une évolution entre la version 9 et la version 10 de générer un format Alto. Ceci dit, le format Alto n'est pas le format qui a été utilisé par les chercheurs dans le cadre du projet. C'est le format Page qui a été utilisé. Donc en fait, c'est pour le moment une utilisation assez limitée au projet, puisque c'est un format qui a été développé par le laboratoire Prima dans le cadre du projet. Mais je crois qu'à l'occasion de ce projet, plusieurs bibliothèques se sont rendues compte que des évolutions sur le format Alto pourraient être nécessaires, des problématiques qui sont actuellement résolues par le format Page. Il se trouve qu'il y a eu un groupe de travail auquel a participé Marie-Élise à propos du format Alto pour demander à la Library of Congress, qui maintient le format Alto, une évolution du format pour tenir compte des contraintes qu'on aurait voulu dépasser sur ce format. Je crois qu'on n'a même pas eu de réponse. Si, on a eu une réponse, mais étant donné qu'il faut obtenir un consensus entre tous les membres du comité, hein, puisque c'est un comité qui maintient, ils n'ont pas forcément vu pourquoi on demandait certaines évolutions. Ce n'est pas forcément des évolutions dont on a besoin après pour traiter l'OCR en l'exploitant dans une bibliothèque numérique, mais c'était des évolutions dont on a besoin pour traiter l'OCR lui-même, hein, pour améliorer la reconnaissance du texte. Donc on est en train de remettre une deuxième couche là, pour faire valoir nos demandes, et là on n'a pas les résultats effectivement. Est-ce que c'est vrai de dire que Page, ou une sorte de Alto étendu, sera utilisé dans des chaînes de traitement? Néanmoins, le format définitif, les livrables pour exploitation, restent les Alto, entre guillemets, standards, peut-être légèrement modifiés. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et deuxième question, comment vous envisagez le futur marché dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus? Et qu'est-ce qui sera changé, et notamment l'impact de l'impact?
Ça, je dirais que c'est... Enfin, bon, Ouais. vous pouvez répondre. En de termes format, techniques... Pour moi, il y a plusieurs axes. Enfin, je vais donner ma réponse, après peut-être que Marie-Lise en aura d'autres. Pour moi, la limite au début du projet Impact, c'était des limites en termes de dictionnaire, des limites en termes surtout du coup d'époque. C'est-à-dire que pour avoir un bon ECR, il fallait soumettre des documents qui étaient de bonne qualité et globalement du 19e ou du 20e siècle. L'avenir, c'est de remonter toujours plus loin en inverse chronologique, d'une part, et puis c'est donc de moins en moins d'interventions humaines. Mais par contre, pouvoir donner la possibilité d'avoir des corrections humaines sur des bibliothèques numériques. Donc, on vient de l'apprendre à la pause. La Bibliothèque nationale va travailler sur un projet qui permettra la correction collaborative sur sa bibliothèque numérique en ligne. C'est déjà en partie le cas pour un tout petit corpus que vous a présenté dans un partenariat en fait avec Wikipédia. C'est ce que vous a présenté Arnaud Beaufort dans sa toute première intervention. Mais c'est vrai que la bibliothèque pense à étendre cette possibilité. En fait, on essaie de suivre dans les marchés, hein, d'un point de vue plus stratégique et non pas technique, puis Marie-Élise pourra compléter, je dirais, l'évolution des techniques en allant vers une qualité meilleure, vers une meilleure qualité. Donc déjà, dans les derniers marchés que nous avons lancés, nous avons demandé une qualité minimale d'OCR qui est à 98,5%. C'est déjà un progrès, une demande, je dirais, très, très importante. Vous savez qu'on fait produire aussi en format EPUB pour l'instant, dans un format qui pourra être lisible sur des lecteurs exportables. Et c'est vrai qu'on pense que la demande du public sur une bibliothèque numérique s'approche de plus en plus d'une demande éditoriale. Or, actuellement, ce que nous produisons depuis 1993, on va dire, 14, c'est vraiment une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas les textes, je dirais, ostérisés à 70%. On ne gomme pas les tâches sur une page qui est sale à l'origine. On commence à s'interroger en fait sur ce type de numérisation et d'OCR, parce qu'on voit bien que face à nous, nous avons un public qui aimerait avoir accès à ce qu'il trouve par ailleurs sur le marché de l'édition, que ce soit l'édition papier ou l'édition de type électronique. Donc il faut qu'on conserve notre aspect bibliothèque patrimoniale de conservation. Donc je pense qu'on ne cédera pas sur la qualité de l'image, dans le sens où on ne gommera pas les tâches, on ne rajoutera pas les pages manquantes s'il y a des pages manquantes dans un livre. On n'enlèvera pas les tampons, etc., les annotations. Au contraire, c'est très intéressant. Sur le CR, on est vraiment beaucoup plus sur une comparaison avec la qualité éditoriale. Et donc, je pense que c'est dans ce sens qu'on va d'abord progresser. Plus techniquement, je laisse la parole. Oui, en termes de format, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de faire évoluer, puisqu'on avait déjà prévu, nous, de typer un petit peu tous les blocs d'informations pour pouvoir justement faire des traitements futurs sur des blocs manuscrits, il y a des partitions musicales au milieu des textes, des choses comme ça. Donc à l'heure actuelle, puisqu'il y a un certain nombre d'attributs qui sont libres d'utilisation, au point de vue des valeurs qu'on peut y mettre, on fait déjà typer tous ces blocs. Donc ça permettra plus tard de faire des traitements ultérieurs. Donc pour le moment, en termes de format de sortie, on n'a pas vraiment besoin de faire évoluer. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. C'est un projet qui n'est pas encore... on en est au stade de
on va dire, de l'idée, c'est-à-dire que projet qu'il va falloir instruire. Oui, il y avait une autre question, je crois. Oui. Je suis Brigitte Vincent, je travaille à la bibliothèque Kandinsky au musée, Centre Georges Pompidou. Et je suis documentaliste et je coordonne des projets de numérisation et d'ossérisation. Et je voulais vous faire part d'une petite expérience et d'une petite question très pragmatique. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Nous sommes en train de numériser 23 titres de revues. Donc c'est sur des revues anglophones d'un fonds particulier, du fonds d'Estriba. Et on fait une numérisation globale et d'ossérisation. Par un prestataire extérieur. Et la question que je me pose, c'est pour le contrôle qualité. On l'a abordé. Donc, vous avez parlé des problèmes de collaboratifs avec des internautes. Nous, on n'est pas armés pour ça. Et je pensais que le contrôle qualité se ferait avec le personnel, les documentalistes. Mais 23 titres, c'est peu. Ça fait à peu près 8000, un peu plus de 8000 pages numérisées. Mais je me demande comment... Tout ce que vous nous avez expliqué, c'était comment en amont, les dictionnaires, les logiciels, etc., qui sont pour les projets d'ossérisation. Mais une fois que l'ossérisation est faite, comment vous faites plutôt, ou comment vous avez fait pour valider un marché, c'est peut-être trop précis, mais comment s'assurer ce contrôle qualité. On peut faire des... Voilà. Je peux répondre. Oui, de toute façon, on n'a pas toutes les pages ne sont pas intégralement contrôlées au niveau du mot. Donc on vous suggère forcément d'être le plus vigilant possible au moment de la phase de test. C'est vraiment très important dans le début du projet de demander à votre fournisseur de vous fournir des exemples en test et d'être très très vigilant à tous les niveaux, que ce soit au niveau forcément de la validité du format. Je ne sais pas quel format vous allez utiliser, mais essayez de l'ouvrir avec tous les logiciels possibles. Ça va être ensuite de chercher à vérifier la segmentation, puis les blocs, les mots. C'est un travail qui est très fastidieux. La BNF a acquis récemment un outil qui permet de superposer les images et le texte. Et donc pour nous, ça nous permet de faire du contrôle beaucoup plus rapide. Je pense que pour vos volumes, ce sera peut-être un investissement qui sera un petit peu fort. Donc ce sera peut-être pas... possible pour vous de passer par cette phase-là. Mais sur 8000 pages, je ne connais pas les temps. C'est inimaginable de demander à vos salariés, à vos collègues, de contrôler tous les mots de toutes les pages. Donc il faut forcément échantillonner. Donc nous, on utilise la norme ISO qui nous permet de savoir quel volume on doit auditer. Il y a quand même un contrôle automatique qui est fait sur toute la structure du fichier Alto, par exemple, pour voir si c'est conforme, pour voir aussi si les coordonnées par rapport à l'image sont correctes. Il y a quand même un certain nombre de process qu'on peut automatiser. Ce qu'il faut regarder visuellement, effectivement, c'est les éléments qu'a indiqué Geneviève, la segmentation, la reconnaissance des mots. Et là, il y a besoin de les voir. Mais il y a des prestataires qui peuvent vous fournir des outils de visualisation. Soit le prestataire qui travaille avec vous, soit d'autres prestataires. D'autres questions? Oui. Bonjour, Laurent Pugin du répertoire international des sources musicales. J'ai une question par rapport aux outils qui seront mis à disposition, principalement des chercheurs. Pour vous donner un tout petit peu le contexte, je participe à un projet qui s'intéresse à la reconnaissance de musique, plus particulièrement à la typographie 16e, 17e siècle. Donc là, il y a évidemment tout un type d'outils qu'on serait intéressé à pouvoir utiliser. Je pense évidemment à la binarisation, la segmentation, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a le plan de mettre des outils à disposition? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que ce sera sous web service ou sous forme d'outils qu'on peut télécharger? Voilà, je sais pas. Vous savez que vous avez devant vous...
Vous savez, vous avez devant vous quelqu'un qui développe un logiciel d'OMR, vous vous êtes présentés tous les deux. Voilà le bienfait des journées Impact, mais je laisse répondre peut-être. Je vous laisse répondre. Oui, allez-y. Allô, allô? Oui, Oui. ça marche. Oui, donc je vais essayer de donner des éléments de réponse, puisqu'effectivement, je m'appelle Hervé Bitter et ma société s'appelle Audiveris. Et elle vise à fournir un logiciel, effectivement, qu'on appelle d'OMR, pour ne pas dire OCR, puisque ça s'applique à de la musique. Et la situation actuelle de l'OMR, c'est à peu près la situation que l'OCR avait il y a plusieurs années de cela. Donc c'est vrai qu'on court derrière, mais la situation n'est pas si catastrophique que ça, puisque grâce à des journées comme aujourd'hui, on peut prendre de l'avance, c'est-à-dire qu'on récupère de l'expérience. Tout ce qui a été dit, par exemple, sur la binarisation adaptative, par exemple, n'a rien à voir avec le contenu. Qu'il s'agit de texte ou de musique, moi, ça m'intéresse tout de suite, une binarisation adaptative. Aujourd'hui, mon logiciel fait une binarisation bête. C'est-à-dire, on lui donne un seuil et puis c'est valable pour toute la page. Alors qu'il faudrait être capable, par exemple, de s'adapter à un coin plus sombre, ce genre de choses. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle du dewarping de partition, enfin de page, quoi. L'avantage de la musique par rapport au texte, il y en a quand même un, tout n'est pas trop sombre, c'est qu'il y a en général des lignes de portée qui font une référence excellente pour l'image en elle-même. Donc, si vous êtes capable de détecter les lignes de portée et les barres de mesure au début et à la fin, ça vous dit ça, c'est une horizontale, ça, c'est une verticale. Alors que bien entendu, c'est pas vrai du tout et c'est pas du tout droit. Mais vous dites la référence, c'est ça. Et à partir de là, vous êtes capable de faire ce que j'appelle du dewarping d'image, puisque vous dites, bon, je définis cette portée comme étant une droite, et nom d'un chien, elle sera droite. Et ça vous permet de faire une bonne remise en forme de l'image. Et je fais une remarque par rapport à ce qu'avait fait, je crois que c'était Arnaud Beaufort au tout début. Ce processus de dewarping est inversible. C'est-à-dire que si on a la grille qui a servi à faire la correction des déformations d'image, vous êtes capable de l'appliquer à l'envers. Ce qui veut dire, excusez-moi de faire un petit peu un raccourci, que vous êtes capable de remonter à l'image initiale déformée, même avec les coordonnées finales que vous utilisez dans l'OCR ou dans l'OMR. Voilà, donc c'est une chose que vous pourriez faire à mon avis. Oui, donc on voit bien en fait les liens et puis aussi l'avenir de ce qu'on pourrait travailler dans de futurs, à la fois dans le centre de compétences. Pour l'instant, c'est vrai qu'Impact n'a travaillé que sur le texte, mais je crois qu'Elisabeth Frère l'a dit. Et puis, à la TILF, vous développez des lexiques sur le français médiéval, m'a-t-il semblé entendre. Oui, sur le français médiéval, c'est ça? Il y a des lexiques. Oui, donc français médiéval, l'imprimerie n'était pas encore inventée, il me semble. Vous parlez de transcription, oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, on pense aussi qu'un jour, on sera capable d'ossériser des manuscrits médiévaux, bien sûr. C'est une demande aussi c'est une demande, bien sûr. Donc, on voit bien les liens. Et puis, sur la technique, Marie-Lise, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était justement dans le cadre d'Impact, on a commencé à réfléchir à ce qui pourrait se passer après le projet. Et c'est vrai qu'on a déjà commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur le manuscrit. Donc, c'est vrai que ça va être un des rôles du centre de compétences de continuer à faire avancer des projets et même à initier des projets de recherche ou européens pour pouvoir continuer l'OCR sur d'autres types de documents autres que les imprimés. Donc, c'est vrai que les priorités, c'est les manuscrits et la musique. Est-ce que dans Impact, vous allez accepter des participants qui s'intéressent à autre chose que du texte? Je dis ça pour le T final de l'Impact, parce que il n'y aura pas vous avez devant vous des gens intéressés. En fait, je crois que votre question portait sur la disponibilité des outils, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je suis aussi un développeur d'un logiciel pour la musique, mais évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour le texte. Et ce serait intéressant pour d'autres projets
sans forcément être directement impliqué dans l'impact, de pouvoir réutiliser des choses. Évidemment pour la binarisation, mais peut-être aussi des lexiques pour la reconnaissance des paroles et des choses comme ça. Alors, donc aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre clairement sur tel outil sera disponible pour tout le monde gratuitement, parce qu'on est en train de monter le centre de compétences et chaque fournisseur d'outils est en train de négocier avec l'organisation et du projet Impact Actuel et du futur centre de compétences pour dire cet outil, ce niveau d'utilisation d'outils, cette fonctionnalité de cet outil, je veux bien le partager avec tout le monde. Par contre, cette fonctionnalité-là, je veux la réserver à des gens que j'aurais pu identifier ou peut-être des gens qui auront payé. Il va y avoir aussi différents niveaux d'adhésion au centre de compétences. En tout cas, ce que je vous conseille de suivre si les outils vous intéressent, c'est de continuer à vous tenir informé par les différents outils qui sont listés là. Et de toute façon, il y aura des informations sur le centre de compétences et au fur et à mesure seront divulguées en fait les différentes... comment les outils seront accessibles, par qui, dans quelles circonstances. Ce sera de toute façon probablement pas pour des outils, enfin, il n'y aura rien de gratuit pour des usages commerciaux, a priori. Voilà. D'autres questions peut-être ? Bonjour, je suis Alexis Comenda du département de la conservation à Marne-la-Vallée. On s'occupe de la reproduction de documents. Là, vous parliez de format de sortie, Alto, etc., que je ne connaissais pas. Et je voulais savoir, à l'acquisition, s'il y avait des choses qu'on pouvait optimiser pour avoir un bien meilleur résultat. J'ai appris que nous, on essaie de faire des TIFF 8 bits avec la meilleure qualité possible, voire en couleur. On essaie de voir des couleurs entières en 8 bits en projet. Mais je ne savais pas qu'il fallait avoir une binarisation optimisée. Et est-ce qu'on a des logiciels qu'on peut tester directement à l'acquisition, histoire de faire un close loop entre la sortie et l'acquisition pour une série de presse, de choses comme ça, et se dire que on va utiliser une accentuation plus ou moins forte, ou est-ce qu'on essaie d'être visuellement le plus propre possible, le plus nuancé. Par exemple, il y a pour tout le monde des reports d'encre et des transparences, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on travaille en 8 bits, parce que sinon, toutes les tâches, il y a longtemps, on travaillait en 1 bit d'acquisition directement, et c'était très très mauvais. Et donc, je voulais savoir si, comme on est à la BNF, on pouvait utiliser des logiciels qui étaient déjà acquis par la maison. Alors, votre objectif est très noble, mais il ne correspond pas aux objectifs de numérisation pour la conservation, car on se doit la conformité à l'original. Donc, effectivement, pour l'OCR, moi, de mon petit point de vue, bien sûr, j'aimerais vous répondre positivement que ce serait très intéressant d'utiliser des outils dans ce concept-là, dans ce contexte-là. Malheureusement pour moi, mais heureusement peut-être pour les chercheurs, pour la conservation et les générations futures, notre objectif, c'est de reproduire l'original. Et donc, adapter l'image à l'outil, à l'utilisation future. Dans ce contexte-là, ce n'est pas a priori recommandé. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on veut faire à la BNF. Par contre, on travaille aussi sur un projet de recherche qui a été lancé il y a quelques temps, qui s'appelle Digidoc. Et on réfléchit à ce type de problématique dans un cadre plus général, mais qui ne sera pas un cadre de pure conservation. Voilà. Je sais pas si... Il faut quand même avoir des images de bonne qualité, même si on binarise pas. De toute façon, on va de moins en moins binariser, puisqu'on l'a dit ce matin, on va passer
surtout en niveau de grille, on va faire de capture en noir et blanc, on va en faire de moins en moins. C'est-à-dire dès qu'on va avoir des machines pour faire du niveau de grille, on ne fera plus du tout de noir et blanc. Donc on aura plus de problème de binarisation à la capture. Mais après, il faut effectivement que l'image soit le plus nette possible, qu'elle soit le plus droite possible, enfin qu'il n'y ait pas de texte coupé dans la reliure. C'est surtout ça le but en fait, hein, d'avoir une image correcte et qui contienne le plus d'informations exploitables par l'OCR. Après, on peut toujours faire tous les traitements sur une image. On traite l'image après en vue de l'OCR, et c'est vrai que c'est vraiment un traitement adapté spécifique pour l'OCR et qui n'est pas forcément compatible avec l'utilisation qu'on fait de l'image pour la conservation, mais aussi effectivement pour ce que le chercheur a besoin de voir. On reste beaucoup dans la technique, hein, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, vous avez beaucoup parlé des taux d'erreur. Dire qui vous êtes, s'il vous plaît. Alexandre Choton, BNF, Direction des collections, recherche bibliographique. Vous avez beaucoup parlé des taux d'erreur calculés par les logiciels lors de la reconnaissance de caractères. On peut penser qu'il y a aussi un certain nombre de reconnaissances erronées, on va dire, dans les résultats d'OCR. Est-ce que les tests de vérité terrain ont montré une occurrence importante de ce type de choses? Je ne suis pas bien sûre d'avoir compris votre question. C'est-à-dire en fait des mots qui auraient été mal reconnus, mais que le logiciel n'aurait pas compté comme des erreurs. Ah oui. Oui, ça, dans l'établissement de la vérité terrain, on voit ça très régulièrement. D'avoir un mot qui appartient au dictionnaire mais qui n'est pas dans le contexte approprié. Donc il n'est pas considéré comme un mot faux, mais contextuellement il est erroné quand même. Donc ça, effectivement, je ne pense pas que les statistiques en tiennent compte. C'est pour ça que la vérité terrain, ça demande forcément d'avoir un humain derrière tout ça pour redonner le sens, même si une définition est juste mais qu'elle n'est pas appropriée. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Par exemple, une occurrence très fréquente, c'est le démonstratif 7 CE de TE qui était systématiquement reconnu comme un celte, par exemple. Les deux mots sont dans le dictionnaire, simplement ça n'a aucun sens d'utiliser le mot celte pour un démonstratif. Donc il faut une correction manuelle. Oui, le pronom il en début de phrase ou un 2 en chiffre romain. Oui, voilà, tout ce genre de choses. Oui, oui. Ouvrez les guillemets qui correspond à CE, le démonstratif. Oui. On a trouvé. Moi, j'avais essayé de lister beaucoup d'erreurs récurrentes comme ça, et on en trouve souvent, bien sûr. Oui. Avec le S long, on est incapable de distinguer son SONT, le verbe être, du fond du verbe faire. C'est une erreur très fréquente dans les. C'est pour cette raison qu'on distingue ici ce qu'on appelle l'OCR, on va dire brut, on distinguait, on va dire brut, c'est-à-dire la sortie OCR sans... C'est pas tout à fait sans intervention humaine d'ailleurs, mais disons avec une intervention humaine minimaliste, minimale, et puis ce qu'on appelait l'OCR haute qualité, sur lequel on demandait à ce qu'un opérateur vérifie la cohérence entre la sortie OCR et l'image qui s'affichait sur son écran. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'exiger un taux à 98,5% d'exactitude minimale dans nos nouveaux marchés, ça devient pour nos prestataires un travail lourd parce qu'ils doivent repasser en fait sur beaucoup de textes. Plus généralement, pour atteindre la haute qualité, c'est très difficile, à moins de ressaisir complètement tout le texte en double saisie. Or, à l'heure actuelle, ce qui se fait, c'est de reprendre les doutes de l'OCR et de les corriger pour éviter d'avoir à relire tout le texte, comme on le fait par exemple pour la vérité terrain. Or, le problème des logiciels, c'est de douter correctement. C'est-à-dire, il y a des cas, oui, mais oui, c'est tout le problème, c'est de dire ce mot-là, effectivement, il est faux, et jusqu'à quel point il est faux, et est-ce qu'il y a besoin de revenir dessus pour le corriger. Ou certains mots, effectivement, on ne doute pas, parce que on a les cas dont on a parlé tout à l'heure, où il lui semble que c'est complètement correct, donc il ne va pas demander de correction dessus, alors qu'il en faudrait une. Et d'autres fois, il met un doute sur un mot qui est très bon. Donc c'est tout le problème d'évaluer correctement pour reprendre à bon escient, pour atteindre une très bonne qualité. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des améliorations qui sont à apporter et sur lesquelles aussi on a travaillé dans Impact.
Est-ce que vous pouvez faire passer le micro à votre voisine un tout petit peu plus loin? Anne Delessa des bibliothèques médiathèques de Metz. Alors j'ai une petite question purement pragmatique. Nous lançons un chantier de numérisation sur la presse de la première annexion et donc nous avons la particularité en Moselle d'avoir de la presse d'expression française et d'expression allemande, donc avec la Fraktur. Donc à l'heure actuelle, je me demandais jusqu'à quel taux de reconnaissance les prestataires externes étaient capables de fournir un résultat. Alors, sur le Fraktur, c'est vrai que si on prend Abi, qui est le logiciel qui était le plus commercialisé sur le marché jusqu'à maintenant, les résultats n'étaient pas très bons. Mais là, dans le cadre du projet, justement, comme il y avait beaucoup de bibliothèques de langue germanique, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur le Fraktur, que ce soit d'ailleurs pour la reconnaissance des glyphes, des caractères, et sur le vocabulaire aussi, puisque c'est aussi une période où il y avait des mots particuliers. Donc là, je pense que dans la nouvelle version, on va vraiment voir une nette amélioration sur la reconnaissance du Fraktur. Après, on a le problème qu'on a sur les autres documents, c'est-à-dire plus le document est propre, plus les caractères sont bien formés, moins on a de problème, et plus on remonte sur des textes plus abîmés, évidemment, on aura quand même toujours du déchet. Mais il y a quand même une nette amélioration sur les traitements, oui. Et puis, très pragmatiquement, je vous répondrai, ça dépend du prix que vous voulez y mettre, hein, parce que c'est vous qui fixez le taux de qualité que vous voulez avoir en résultat. Donc, si vous avez un très gros budget, vous pouvez exiger une très haute qualité. Il faut être réaliste. Hein. Et si vous avez un budget moyen, bon... Ça dépend aussi de la qualité de vos documents. Oui, de leur propreté. Oui. Mais on a été étonnés, nous, on peut avoir des documents du 18e qui sont très propres, sur lesquels l'OCR marche très bien, et des documents sur papier acide plus récents qui posent énormément de problèmes, par exemple. Donc, on peut exiger une très haute qualité sur des documents faciles, sachant qu'il y aura moins de reprises à faire. Par contre, ça revient plus cher dès qu'il y a beaucoup de reprises sur des documents problématiques. Donc, c'est tout l'équilibre à trouver entre le rapport qualité-prix pour que ça soit exploitable après pour l'utilisateur. C'est surtout ça qu'il faut viser. Mais du coup, on peut pratiquer, en fait, avant le lancement du marché, des tests, en fait, avoir des espèces de pilotes de tests pour montrer aux prestataires quel type de documents ils vont avoir à traiter. Puis vous pourrez le tester justement quand il y aura les outils Impact. Vous pourrez aussi le faire pour avoir des idées. Oui, c'est vrai que le centre de compétences permettra ça aussi. D'autres questions? Oui, Jean-François Vincent, bibliothèque interuniversitaire de santé. À vrai dire, j'ai été gêné pendant une partie de la journée par le fait qu'un des termes importants dans votre travail n'a pas été défini, qui est vérité terrain. Est-ce que vous pourriez donner une définition qui nous permettrait, dans la suite de nos discussions, de nous entendre sur un terme que vous avez employé 100 fois? Merci beaucoup. Moi, je dirais que la vérité terrain, c'est le reflet le plus exact possible d'une page donnée, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses erreurs internes, genre type d'erreur d'impression, des coquilles d'imprimerie, etc. Mais c'est d'être le plus fidèle possible au texte original. Imprimé. Oui, en fait, c'est le résultat corrigé, zéro erreur, qui va servir en fait de comparateur. C'est-à-dire on va se servir de la vérité terrain pour voir la distance entre ce qu'on attend comme résultat, qui est le meilleur résultat avec zéro faute, et ce qu'a atteint le logiciel OCR. Ça permet d'évaluer justement la qualité sans tenir connaissance du calcul que fait le logiciel en disant ce mot est douteux ou pas douteux, etc. Là, on compare vraiment mot à mot par rapport à la réalité du document tel qu'il aurait dû être converti. Et ça nous permet de voir justement quel est le taux réellement atteint. Donc cette vérité terrain, c'est un peu l'outil c'est le testeur en fait. Hein, oui, c'est les talons. C'est les talons zéro défaut. C'est ce qu'on cherche à atteindre avec l'OCR. Une autre question? Oui. Bonjour, Juliette Gestas de l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est une question de détail. Je voudrais savoir s'il a été travaillé sur la ponctuation, en fait, et notamment celle des titres, puisque c'est souvent qui est souvent assez bizarre dans les éditions anciennes.
Je suppose qu'après, une fois qu'on a des phrases complètes, ça ressemble plus à des ponctuations contemporaines. Mais les ponctuations des titres sont je suppose, doivent conduire à des segmentations absurdes. À propos de la segmentation absurde, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'études particulières sur la ponctuation. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans tous les outils d'évaluation de impact, la ponctuation est pénalisée comme le texte. C'est-à-dire qu'on attend de l'OCR qu'ils reconnaissent la ponctuation avec un même poids sur la ponctuation que sur un mot. Ce qui n'est pas le cas actuellement dans les marchés à la BNF, on peut le déplorer. On est même arrivé à quelque chose qui était presque grotesque, c'est que dans la vérité terrain, on nous a demandé dans les pages de table des matières à compter le nombre de points qu'il y avait entre le titre, les points de suite et le numéro de page. Et donc on nous demandait, nous, de contrôler s'il y avait bien le bon nombre de points. Sur certains mots aussi, cinquième, l'accent est un apostrophe après la lettre, c'est compté. Dans la vérité terrain, c'est un apostrophe. Ouais. Alors à la BNF, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé l'OCR, on trouvait que c'était un investissement qui nous coûtait cher de faire reconnaître la ponctuation. Simplement, ce qu'on demande, c'est qu'un caractère ne doit pas être reconnu comme une ponctuation. Et qu'une ponctuation ne soit pas reconnue comme un caractère. Donc si par contre on nous met un point à la place d'une virgule, ça ne nous gêne pas trop. Et il ne faut pas non plus que la ponctuation vienne polluer le mot. C'est surtout ça. Dans ce que j'ai regardé comme texte, la ponctuation me paraissait relativement moderne. J'ai pas... le 16e, on n'y est pas. Enfin, on va avoir encore quelques difficultés sur le 16e. Hein, ouais. Et en fait, dans l'intervention de Marie-Élise, je relève quelque chose de très important, c'est qu'on a commencé l'OCR en quelle année, Marie-Élise ? En 80... Non, en 2005, donc il y a très peu de temps, finalement, il y a 6 ans. Et l'objectif, à l'époque, c'était un objectif de recherche, en fait, de mots, donc de mots très forts en sens, pour enrichir la recherche par rapport à celle qu'on pouvait faire sur les notices bibliographiques. Or, très, très vite... En fait, on s'est aperçu que l'OCR servait aussi à utiliser le texte et à pouvoir récupérer le texte brut, le manipuler, l'introduire dans un autre texte, etc. Et là, du coup, l'objectif change de manière complètement... devient beaucoup plus pointu. Et du coup, à nouveau, on va vers de l'éditorial, l'importance de la ponctuation, etc. On est vraiment, je me souviens des bagarres avec Arnaud. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais essayer rapidement de conclure. Bon, d'abord, oui. Déborde peut-être un peu le cadre de l'OCR, mais qui concernait la possibilité d'encoder l'édition critique d'un texte qui va comporter des notes et de nombreuses variantes. Quel serait le format, a priori, le plus adapté pour faire ce type d'encodage? Est-ce que la TEI serait adaptée à ce genre de choses? La TEI dans ce sens-là. Pour les détails, je ne sais pas. Mais effectivement... Oui, au niveau de l'encodage justement sur des éditions électroniques, j'ai travaillé cette année et l'année dernière sur l'édition d'un manuscrit médiéval où le format privilégié pour ce genre de choses était plus le XML TEI, où on avait vraiment différents niveaux de balises et différents niveaux de notes possibles pour un résultat qui était pour moi vraiment satisfaisant. D'encoder tout type de texte. Et justement, son problème, c'est d'être trop riche. Il y a tellement de balises dedans qu'on est obligé d'adapter les balises en fonction du type de document. Et c'est ça qui pose après des problèmes d'exploitation. En fait, il faut presque faire paramétrer les outils pour les exploiter pour chaque type de document. C'est pour ça qu'on ne l'a pas plus adopté que ça à la BNF. On a juste la revue de synthèse qui est en format TEI pour le moment. Mais c'est vrai que c'est vraiment le format adapté pour ce genre de choses. Encore une fois, les différences d'objectifs, hein,
nous font choisir en fait des formats, des normes particulières. Et c'est vrai que le format ATEI est particulièrement adapté pour la recherche sur les textes. Bon, on verra si dans Gallica on passe d'une bibliothèque numérique à une bibliothèque, je dirais, de recherche complète. Il faudra travailler. Après, c'est aussi une question de moyens, bien sûr. Encore une petite dernière, peut-être. Je ferai une conclusion très courte. Quelle est la norme ISO que vous avez mentionnée tout à l'heure? Pour l'échantillonnage? Oui, je pense. Je pense que c'est pour l'échantillonnage, oui. C'est une norme allez-y. C'est des plans d'échantillonnage pour constituer, en fonction d'une taille de l'eau qu'on donne à traiter, quel est le nombre de pages qu'on doit vérifier pour... il y a un équilibre entre ce qui s'appelle le risque fournisseur et le risque prestataire. Voilà. Alors, j'ai plus le numéro, mais si vous allez sur les pages professionnelles de la BNF numérisation, dans la charte de numérisation de la BNF, la norme est citée. Bon, pas de remords. Donc, d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour la très grande richesse en fait de cette journée. Hein. À la fois une richesse, je dirais, stratégique, technique, scientifique. On voit en fait que ce projet Impact a resserré nos liens, nous a permis d'avancer, de progresser dans le domaine de ce que nous fournissons à nos utilisateurs et également nous ouvre des chantiers et des perspectives très intéressantes. D'abord à travers ce centre de compétences que nous appelons de nos voeux, qu'Impact en fait a souhaité pour que ce projet ne reste pas sans suite. C'est vrai que vous avez vu la quantité d'outils qui ont été développés. Certains déjà très élaborés, d'autres simplement dans leurs prémices, mais on voit bien que ces outils pour les bibliothèques, les chercheurs qui sont un petit peu parfois isolés, peuvent apporter en fait des solutions de travail quand on a des volumes relativement restreints à traiter et peuvent aider en fait à travailler sur des CCTP, à faire des vérifications, à tester effectivement, votre question, à tester la qualité d'une prestation ou même à tester certaines techniques pour pouvoir ensuite faire des choix. Donc je dirais que ce travail a été vraiment très riche, très important, très pluridisciplinaire. En fait, ça a été vraiment très, très intéressant. C'est un des premiers projets européens dans lequel je vois autant d'entités vouloir rejoindre le projet en cours de projet, parce qu'en général, on reste les 10 qui ont signé, puis on en a même certains qui abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Non, là, vraiment, c'est un projet qui a été très, très dynamique. Très dynamique aussi par cette volonté de déboucher, de voir déboucher son travail et continuer son travail dans ce fameux centre de compétences. Bon, ce centre de compétences sera créé, sa création officielle, donc Gérald Grimbert vous l'a dit, sera annoncée fin octobre. La BNF y participera, c'est certain. Et continuera à travailler dans ce domaine, mais je dirais avec vous, avec d'abord toutes les personnes qui sont à cette table, bien sûr, mais aussi avec vous, parce que de fait, nous ne travaillons pas sur quelque chose de théorique, bien sûr, nous travaillons à partir de corpus, je crois que ça vous a été dit aussi. Ces corpus sont fournis par les bibliothèques et par les bibliothèques qui expriment leurs besoins. Donc, votre participation à ce centre, votre utilisation des outils nous permettra de vous proposer des choses encore meilleures, de faire évoluer, je dis nous en parlant centre de compétences, presque pas du tout BNF, permettra au centre de compétences qui ne sera pas quelque chose de la Bibliothèque nationale de France, à laquelle la Bibliothèque nationale de France participera, mais il me semble qu'il faut que ce projet continue. On a encore vraiment beaucoup de choses à faire, notamment
Bon, les tests et les vérités terrain qui ont été faites portent sur, malgré tout, de petites quantités, même si c'est beaucoup de travail. Il reste à tester, il reste à vérifier que les outils peuvent travailler sur des masses beaucoup plus importantes. Et c'est vrai qu'on sera certainement appelé à faire appel aux bibliothèques qui ont des corpus ossérisés ou des corpus numérisés pour pouvoir faire des tests de masse. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra le faire savoir. Vous savez que votre interlocuteur, celle qui fait le lien, en fait, entre tous ces projets, c'est Geneviève Cron, hein, sur tout ce qui est, en tout cas, l'OCR. Et puis, on peut, en tant que service numérisation, faire le lien, en tout cas, avec les personnes qui sont dans le projet. Puis vous avez la liste des participants, bien sûr. Et puis, bon, ça c'est, je dirais, un objectif à court terme, hein, de faire des tests, enfin, moyen terme, non, court terme, Geneviève, faire des tests en masse. C'est dans les mois qui viennent, c'est d'ici la fin du projet. On a passé beaucoup de temps ces derniers mois à organiser cette journée, donc on aurait voulu vraiment aujourd'hui vous présenter des résultats statistiques sur des gros volumes. On a été pris par le temps, mais vraiment, c'est octobre, novembre, décembre peut-être. Donc ça va être lancé à très court terme. Et puis ensuite, on voit bien par certaines questions qu'on ne va pas se limiter dans nos projets de recherche à de l'OCR texte, bien sûr. Et on voit bien que ce centre de compétences OCR va étendre en fait ces sujets de recherche et de tests, de développement d'outils à d'autres types d'OCR. Bien sûr, l'OMR, ça peut être intéressant, mais on travaille également sur un projet autour de l'océrisation des toponymes sur les cartes géographiques. On pense bien sûr dans un avenir plus lointain travailler sur les manuscrits, c'est-à-dire à la fois les manuscrits anciens, mais également les manuscrits contemporains. Il y a vraiment une multitude de sujets sur lesquels on a à travailler, qui intéresseront, je pense, nos lecteurs, qui mettront encore en lien nos collègues qui travaillent sur les lexiques. Je trouve ces recherches, j'ai suivi le Trésor de la langue française quasiment depuis sa naissance, je l'ai toujours apprécié, mais je vois que ces équipes vraiment ont développé des outils fantastiques, et on voit bien le lien en fait pour la lecture des textes avec notre travail, nous, de plus modeste, on va dire, hein, de bibliothécaires qui fournissons à des lecteurs l'accès à des textes et une recherche facile dans ces textes, y compris la compréhension éventuellement de ces textes. Voilà. Donc merci à tous. On aura peut-être une prochaine journée d'information, centre de compétences, pas l'année prochaine, mais dans 2 ou 3 ans. Oui, juste, donc, n'oubliez pas de remplir vos questionnaires, s'il vous plaît. Il y a une petite pile qui a commencé là. Et puis, donc, il y a une conférence officielle, finale, qui annoncera le lancement du centre de compétences dans un mois à Londres, 24-25 octobre, à la British Library. Et les PowerPoint de la conférence seront en ligne sur le site d'Impact, je pense, mais aussi sur le site BNF. Voilà. Oui. Oui, toutes les présentations seront effectivement sur le site BNF et sur le site d'Impact. Enfin, il y aura un lien, on vous expliquera. Sinon, il y a quelques petits tweets qui ont été lancés toute la journée sur la journée. Voilà, des photos.